On m'a traité de fou, de sage, de rebelle. Certains disent même que je suis un fantôme qui chante. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je ne suis que Souleymane Faye, et ma seule folie, c'est de n'avoir jamais voulu tricher. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment on devient la voix libre d'un peuple. Êtes-vous prêt à entendre la vérité, sans masque ? Je me souviens de ces premières années, comme des éclats de lumière et de poussière sous le soleil implacable de Dakar. Mon histoire, elle ne commence pas dans les salons feutrés ou les écoles huppées, non. Elle prend racine dans le béton chaud des quartiers populaires, là où le goudron colle aux pieds en été et où l'air vibre des 1001 rumeurs de la ville. Je suis Souleymane Faye, et si vous voulez vraiment me connaître, il faut retourner là, dans l'odeur du thiéboudienne qui mijote, le brouhaha des marchés, les rires d'enfants qui courent pieds nus insouciants. Ma famille, c'est mon premier acte de naissance. Je suis né dans un quartier modeste, au sein d'une famille qui, comme tant d'autres au Sénégal, portait en elle la richesse d'une tradition orale et la résilience d'un peuple. Mon père, ma mère, ils n'étaient pas des stars de la scène, ni des figures publiques, mais leur vie, leurs paroles, leur silence même, ont forgé l'homme que je suis devenu. On n'était pas riche en biens matériels, mais notre maison était pleine d'une autre forme de richesse, celle des histoires contées à la tombée de la nuit, des chants qui s'élevaient des cours intérieures, du sens de la débrouille, de l'entraide, de la teranga qui n'est pas qu'un mot, mais un mode de vie. Mon enfance à Dakar, c'était une éducation permanente à la vie. J'ai grandi au milieu de tout ça. Les grains de thé où les anciens refaisaient le monde avec sagesse et humour, les bambas improvisés où la musique naissait d'un rien, une calebasse, une boîte de conserve, des mains qui claquent. Chaque jour était une leçon. J'observais les gens, leur joie simple, leur peine cachée, leur manière de jongler avec le quotidien. C'est là que j'ai commencé à aiguiser mon regard, à comprendre que sous la surface des choses, il y a toujours une vérité plus profonde, souvent absurde, parfois déchirante, mais toujours là, à portée de main. L'école ? Oui, j'y suis allé. Mais l'école des bancs, des livres et des leçons par cœur, ce n'était qu'une partie de mon apprentissage. La vraie école, c'était la rue, le marché, les discussions interminables sous l'arbre à palabres. C'est là que ma curiosité s'est éveillée, que j'ai commencé à poser des questions, parfois dérangeantes, souvent inattendues. Mes professeurs de l'époque m'auraient sûrement décrit comme un élève singulier. Pas forcément le premier de la classe, mais celui dont l'esprit vagabondait, qui posait des questions hors programme, qui voyait le monde avec une optique décalée. Je n'étais pas fait pour les cases, ça je l'ai compris très tôt. Pourtant, c'est aussi à l'école que mes premiers élans de créativité se sont manifestés. Pas par les matières classiques, non. Mais dans ma façon de raconter les choses, de mettre en scène, de chanter, même si c'était pour moi-même au début, ou pour un petit groupe d'amis. Je me souviens d'avoir inventé des histoires farfelues pendant les récréations, de me moquer gentiment des adultes, avec une insolence que seule l'enfance peut se permettre. Déjà, cette folie douce, comme vous l'appelez, commençait à pointer le bout de son nez. Ce n'était pas de la provocation gratuite, c'était juste ma manière de ne pas prendre la vie au pied de la lettre, de chercher le rire, même dans les situations les plus sérieuses. Très tôt, j'ai senti que quelque chose en moi refusait les sentiers battus. Je n'aimais pas les conformités, les chemins tout tracés. Si tout le monde allait à droite, j'avais une irrépressible envie d'aller à gauche, juste pour voir ce qui s'y trouvait. Cette marginalité, ce n'était pas un choix conscient au début, c'était juste ma nature. Un peu rêveur, oui. Je passais des heures à observer les nuages, à écouter le bruit du vent dans les manguiers, à imaginer des mondes. Pour beaucoup, j'étais peut-être dans la lune, mais dans ma tête, c'était une explosion de couleurs, de sons, d'idées. Et puis, il y avait l'humour. Ma façon d'aborder les choses, souvent avec une pointe d'absurdité. Le rire est une arme puissante, vous savez. Il permet de désamorcer les tensions, de dénoncer sans agresser, de faire passer des messages complexes avec légèreté. J'ai toujours aimé faire rire, mais pas un rire bête et méchant. Un rire qui fait réfléchir, qui surprend, qui déconstruit les certitudes. Mes amis d'enfance se souviendront de mes farces, de mes blagues, de mon sens de la répartie. Déjà, je me moquais des conventions, de l'autorité parfois, non pas par méchanceté, mais par un besoin viscéral de liberté. Cette liberté,
elle s'est manifestée aussi par ma rébellion latente. Pas une rébellion bruyante, celle des pavés jetés ou des slogans hurlés. Non. Ma rébellion était plus subtile, plus insidieuse. Elle était dans mon refus d'accepter les dogmes sans les questionner, de me plier à des règles qui me semblaient illogiques, de taire ce que je pensais juste pour plaire. Mes parents, je crois, l'ont senti. Ils m'ont laissé une certaine latitude, comprenant peut-être que tenter de brider un tel esprit serait vain. Ils m'ont donné les bases, les valeurs, la foi, mais ils m'ont aussi offert l'espace nécessaire pour que ma singularité puisse s'exprimer. La musique, elle, est arrivée comme une évidence, un langage naturel pour cet esprit agité. Au début, c'était juste des mélodies qui me venaient à l'esprit, des paroles qui rimaient sans que je le veuille. J'écoutais tout ce qui passait. La musique traditionnelle sénégalaise, bien sûr, mais aussi les sons qui venaient d'ailleurs, portés par les ondes radio. Je n'avais pas encore de guitare, mais je tapais des rythmes sur tout ce qui me tombait sous la main. Je fredonnais, j'imaginais. C'était instinctif, une nécessité vitale. Je n'ai jamais cherché à être comme les autres, et c'est peut-être la plus grande leçon de mon enfance. Dans ce bouillon de culture dakaroise, où chacun tente de trouver sa place, j'ai appris à accepter la mienne, celle d'un esprit à part. Un peu fou, oui, si la folie c'est de voir le monde différemment, de ne pas se contenter des apparences, de chercher la poésie dans le banal et le rire dans le tragique. Ces racines, elles sont profondes. Elles sont faites des sables de Dakar, du sel de l'océan, des voix de mes ancêtres, des rires de mes amis d'enfance. Elles sont le terreau fertile où a poussé cet esprit libre, rêveur, drôle et rebelle qui me caractérise. C'est là que j'ai compris que la plus grande richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est. Et que la liberté, la vraie, commence par la capacité à être soi-même, sans masque, sans phare, avec toutes ses nuances. Ce chapitre de ma vie, celui de l'enfance, a posé les fondations de tout ce qui allait suivre. Il a sculpté ma perception du monde, mon approche de l'art, mon engagement. Il m'a appris à ne jamais tricher avec moi-même, à toujours chercher l'authenticité, même si elle dérange. C'est avec cet esprit, avec cette folie douce née sous le soleil de Dakar, que j'ai abordé le monde. Et c'est avec cette même flamme que j'ai pris ma première guitare et que j'ai commencé à donner une voix à tout ce bouillonnement intérieur. Mais ça, c'est une autre histoire, celle des années Zalam, qui viendra juste après. L'enfance, ses rêveries et ses premières étincelles créatives avaient tracé un chemin, celui d'un esprit indomptable qui ne trouvait son véritable écho que dans l'expression. Mais l'expression, pour un jeune homme passionné et bouillonnant comme moi, avait besoin d'un véhicule, d'un amplificateur. Ce véhicule, ce fut la musique, bien sûr, mais pas n'importe laquelle. Et l'amplificateur, ce furent les rencontres, ces alchimies humaines qui changent le cours d'une vie. Pour moi, cette alchimie s'est appelée Xalam. Le début de ma vie musicale sérieuse, celle qui allait me propulser sur les devants de la scène, s'est déroulée à la fin des années 60 et au début des années 70, une époque de bouillonnement intense à Dakar. Le vent de l'indépendance soufflait encore, mais il charriait aussi de nouvelles interrogations, de nouvelles aspirations. Et la musique était le reflet parfait de cette effervescence. On était là, des jeunes avides de son, nourris par nos racines africaines, les rythmes du sabar, du tama, la mélodie des koras et des xalams traditionnels, mais aussi irrésistiblement attirés par les courants venus d'ailleurs. Le jazz, avec ses improvisations audacieuses et sa liberté, le rock, avec son énergie brute et sa rébellion. C'était un mariage qui, pour beaucoup, semblait impossible, une contradiction. Pour nous, c'était une évidence. Ma première véritable rencontre avec les musiciens qui allaient former Xalam, la première mouture du groupe, fut comme une révélation. À Dakar, tout le monde se connaissait, se croisait dans les clubs, les répétitions informelles, les petites scènes. J'étais là, avec ma guitare, mes idées, et cette envie folle de créer quelque chose qui n'existait pas encore. J'ai rencontré des frères d'âme, des esprits aussi curieux et insatisfaits des sentiers battus que le mien. Il y avait le talent brut des frères Pape et Cheikh Nyang, qui deviendront des piliers du groupe, avec leur sens inné du rythme et de l'harmonie. On a commencé à jammer, à explorer. On se retrouvait après les cours, après le travail, n'importe où. Pourvu qu'on puisse brancher une guitare et faire résonner des notes. Les premières sessions de Xalam 1 étaient des laboratoires sonores. On prenait les rythmes complexes du folklore sénégalais, on les tordait, on les étirait, on les mariait avec les accords du jazz, les riffs du rock. C'était audacieux, parfois cacophonique au début,
mais toujours avec cette étincelle, cette conviction profonde qu'on était en train de créer quelque chose de nouveau. On ne se contentait pas d'imiter. On voulait digérer ces influences et les recracher à notre manière, avec notre identité sénégalaise, notre vision du monde. C'était une période d'apprentissage intense, de tâtonnement, mais aussi de découvertes excitantes. Puis est venue la transition vers ce que l'on a appelé Xalam 2. C'était une évolution naturelle, une consolidation de notre vision. De nouveaux musiciens sont arrivés, apportant chacun leur touche, leur énergie, leur maîtrise technique. Le groupe a commencé à prendre sa forme la plus iconique. Avec les frères Niang toujours là, l'arrivée de Jean-Philippe Riquiel au clavier, un génie dont la vision a enrichi notre son de façon incroyable, et d'autres talents, la machine Xalam a vraiment commencé à tourner à plein régime. On était une famille, unie par une passion commune et un désir ardent de faire bouger les lignes. La naissance de Xalam en tant que groupe mythique n'était pas seulement une affaire de virtuosité musicale, même si on en avait à revendre. C'était avant tout un engagement envers nous-mêmes, envers notre art et envers notre public. On voulait faire une musique qui parlait de notre réalité, des défis du Sénégal post-indépendance, des espoirs et des désillusions. Nos textes, bien qu'ils ne soient pas toujours mis en avant à l'international, étaient ancrés dans le quotidien, dans les préoccupations sociales. On n'était pas juste des musiciens, on était des observateurs, des commentateurs, des sentinelles. On utilisait notre musique pour interpeller, pour réveiller les consciences, pour dénoncer l'injustice quand il le fallait, mais aussi pour célébrer la beauté de notre culture. Et le groove, le groove, c'était le battement de cœur de Xalam. On avait cette capacité unique à fusionner la complexité rythmique africaine avec la puissance des musiques occidentales. Ça donnait un son puissant, dansant, mais aussi intellectuellement stimulant. On ne sacrifiait jamais la profondeur pour l'accessibilité. On voulait que les gens dansent, bien sûr, mais qu'ils écoutent aussi, qu'ils se posent des questions. C'était une musique qui faisait bouger les corps et les esprits. On était fiers de ça. On était l'intersection, le point de rencontre où l'héritage ancestral du Xalam traditionnel, cet instrument à cordes sénégalais, se mariait avec les innovations du jazz rock, créant un langage universel mais profondément sénégalais. Nos débuts sur scène, c'est une succession de souvenirs vibrants. Chaque concert était une bataille, une célébration, une catharsis. On a commencé dans les petits clubs de Dakar, devant un public qui ne savait pas toujours à quoi s'attendre, mais qui était vite conquis par notre énergie. On ne faisait pas de playback, jamais. Le live, c'était notre terrain de jeu, notre laboratoire en temps réel. On improvisait, on se répondait, on se surprenait mutuellement sur scène. C'est là que la magie opérait, que la musique prenait vie, qu'elle respirait, qu'elle transpirait. L'énergie du public, la sueur, le son qui s'échappait des enceintes, c'était tout ça, la définition même du live. Les premières tournées nous ont ouvert les portes du monde. On a quitté les rives de Dakar pour l'Europe, puis les États-Unis. C'était un choc culturel, une aventure incroyable. Se retrouver sur des scènes internationales, partager notre musique avec des publics qui ne connaissaient rien du Sénégal, mais qui étaient touchés par la puissance de notre son, c'était une expérience inestimable. On a joué dans des festivals, dans des clubs mythiques. Chaque voyage était une découverte, chaque rencontre un enrichissement. On portait la voix du Sénégal, mais aussi la voix d'une Afrique en mouvement, moderne, consciente de son passé mais résolument tournée vers l'avenir. Je me souviens des heures passées en studio, à enregistrer nos albums. C'était un processus minutieux, parfois frustrant, mais toujours gratifiant. On cherchait la perfection, la nuance, le son qui traduirait au mieux notre vision. Les albums de Xalam comme Gorée ou Darance sont les témoins de cette période intense, de cette fusion audacieuse. Mais pour moi, c'est sur scène que Xalam prenait toute sa dimension. La magie du live, c'était l'interaction constante, l'imprévisible, le moment où l'on se laissait aller, où l'on ne faisait plus qu'un avec les instruments, avec les notes, avec l'énergie du public. Mes années au sein de Xalam ont été fondamentales. Elles m'ont permis de grandir en tant que musicien, en tant qu'artiste, en tant qu'homme. J'y ai affiné ma technique, appris à écouter, à collaborer. Mais surtout, j'y ai confirmé ma conviction que la musique est bien plus qu'un simple divertissement. C'est un vecteur de message, un miroir de la société, un catalyseur de changement. Xalam, c'était une école, une famille,
un manifeste. On a bousculé les codes. On a prouvé qu'on pouvait être africain et universel, traditionnel et moderne, engagé et festif. On a laissé une empreinte, j'en suis certain. C'était une époque où tout était possible, où l'expérimentation était la norme. On ne se posait pas la question de savoir si ça allait plaire aux radios ou vendre des disques. On faisait la musique qui nous venait, celle qui brûlait en nous. Cette liberté, cette audace, c'est ce que je retiens le plus de ces années. Elles m'ont préparé à ce qui allait suivre, à ma propre voie, celle que j'allais tracer en solo, une fois l'aventure Xalam arrivée à un point de non-retour. Mais ça, c'est le chapitre suivant, celui de la séparation et de la découverte de ma propre voie. Les années Kalam ont été une période de fulgurance, d'apprentissage intense, une sorte de chrysalide où mon art a mûri au contact de talents immenses. On a créé quelque chose d'unique, quelque chose qui a marqué son temps et qui, je crois, résonne encore aujourd'hui. Mais comme toute chose dans la vie, il y a un temps pour les commencements, un temps pour l'épanouissement et un temps pour la transition. Pour moi, ce temps est venu, celui de prendre mon envol, de quitter le groupe et de prendre ma route. Ce ne fut pas une décision facile, croyez-moi, mais c'était un choix de l'âme, une nécessité impérieuse que mon esprit libre me dictait. Les raisons de mon départ de Xalam sont multiples, et elles ne se résument pas à un claquement de porte ou à une dispute fracassante. Non, c'était plus profond, plus intime. Quand on fait partie d'un groupe aussi puissant que Xalam, on est un maillon d'une chaîne, une voix dans un cœur. Et pendant un temps, c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai aimé la synergie, la force collective, l'équilibre entre les personnalités, les explorations musicales à plusieurs. Mais au fond de moi, une autre musique commençait à se faire entendre, une mélodie plus personnelle, plus solitaire. Je sentais le besoin impérieux de m'exprimer sans filtre, sans compromis, de suivre ma propre intuition artistique, sans avoir à la confronter, à la négocier ou à la diluer dans la dynamique de groupe. Xalam avait un son, une direction, des codes que nous avions établis ensemble. Mais mon esprit, ce que vous appelez ma folie douce, cette marginalité que j'ai cultivée depuis l'enfance, me poussait vers d'autres horizons. Je voulais explorer des avenues sonores que Xalam, par sa nature même et par l'équilibre de ses membres, ne pouvait pas forcément suivre. Je voulais aller plus loin dans l'absurde, dans le mystique, dans la provocation douce, dans la satire sociale à ma manière. Mon besoin d'expérimentation, ma curiosité insatiable, commençait à se sentir à l'étroit dans les structures, aussi libres soient-elles, d'un groupe. C'était comme si la rivière de mon inspiration avait besoin de se diviser en plusieurs bras, d'explorer des méandres inconnus. Il y avait aussi cette question de l'engagement personnel. Kalam était engagé, c'est vrai, mais j'avais ma propre vision de cet engagement, ma propre manière d'aborder les sujets, les problèmes de notre société sénégalaise. Je voulais une parole plus directe, plus incisive, parfois plus énigmatique, mais toujours empreinte de ma propre singularité. Je voulais chanter mes propres histoires, celles qui me venaient du plus profond de mes tripes, sans avoir à les adapter à une ligne artistique préétablie. C'était un appel intérieur, une sorte de quête de l'authenticité absolue. Je ne pouvais plus être un maillon, je devais devenir l'unique artisan de mon œuvre. Ce départ n'a pas été une rupture violente, c'était une maturation. Les frères de Kalam, je pense qu'ils ont compris. Ils ont vu cette soif d'indépendance en moi, cette nécessité de créer mon propre univers. On s'est séparés en bons termes, avec respect, sachant que nos chemins artistiques divergeaient, mais que notre amitié et l'histoire que nous avions écrite ensemble resteraient. C'était une séparation amicale, un constat que chacun devait suivre sa voie pour s'épanouir pleinement. L'un des moments les plus significatifs pour moi fut de sentir cette liberté immense, mais aussi ce vertige. Lorsque je me suis retrouvé seul face à ma guitare, face à ma voix, face à l'immensité de la page blanche. Les débuts de ma carrière solo furent une période de réinvention et de doute, mais surtout d'une liberté euphorisante. Après avoir baigné dans le son puissant et orchestral de Kalam, me retrouver seul avec ma guitare, ma voix et mes idées, c'était comme revenir à l'essence, au noyau. J'ai passé des heures et des heures à composer, à écrire, à expérimenter dans mon coin. Je n'avais pas de studio sophistiqué, juste ma guitare, un carnet de notes et ma tête pleine de mélodies et de pensées. C'était un retour aux sources, à la simplicité du griot qui chante le monde avec pour seul instrument sa voix et son luth.
Cette période fut marquée par une exploration sonore intense. Je ne voulais pas simplement reproduire le son de Kalam en solo. Non, je voulais trouver ma propre identité sonore, quelque chose qui me ressemble, qui reflète toutes les facettes de ma personnalité, l'absurde, le drôle, le mystique, le critique, le poétique. J'ai commencé à mélanger des éléments de la musique traditionnelle sénégalaise avec des sonorités plus minimalistes, parfois des accents de blues, de folk, de soul, mais toujours avec cette touche particulière, ce je ne sais quoi qui fait qu'on reconnaît ma patte. Je n'étais pas à la recherche d'un son parfait, lisse et produit. Je voulais un son brut, authentique, qui transpire la vie. Les premiers titres qui marquent cette période de ma carrière solo ont été des révélations pour moi-même et pour un public qui a dû s'habituer à ce nouveau Souleymane. Des morceaux comme « Demna »,« Je suis parti » n'étaient pas juste des chansons, c'étaient des manifestes, des affirmations de ma nouvelle indépendance. Dans « Demna », j'exprimais cette nécessité de partir, de tracer ma propre voie, avec une mélancolie certaine mais aussi une détermination farouche. C'était une sorte de lettre ouverte à mon ancien groupe, au public et à moi-même. Puis sont venus des titres comme Badianou Gok, La commère du quartier, où ma veine humoristique et satirique s'est déployée pleinement. Je m'amusais à dépeindre les travers de la société sénégalaise, les petits arrangements, les hypocrisies, avec une malice qui faisait rire mais qui incitait aussi à la réflexion. C'était ma manière de critiquer sans être moralisateur, de dénoncer par l'absurde. Ce n'était pas de la moquerie gratuite, mais une observation fine des comportements humains, passée au filtre de mon regard décalé. Le succès de ces morceaux, souvent partagés de bouche à oreille, avant même d'avoir une grande visibilité, a confirmé que ma voix solitaire pouvait aussi trouver son public. Mes expérimentations uniques étaient la marque de fabrique de cette nouvelle ère. Je n'avais pas peur d'aller là où personne n'allait, utiliser des silences qui durent, des rythmes inattendus, des paroles qui se contredisent, des mélodies qui semblent partir en vrille avant de se retrouver. Je pouvais chanter d'une voix rauque et éraillée sur un thème très sérieux, puis passer à une tonalité légère et aérienne pour aborder un sujet grave. C'était ma façon de briser les conventions, de montrer que la musique n'est pas une ligne droite, mais un labyrinthe, une danse constante entre le connu et l'inconnu. Je me souviens d'avoir joué ces nouvelles compositions dans des petits lieux, devant des publics curieux, parfois déroutés, mais souvent captivés. C'était une sorte de retour à l'essence du griot, du conteur. Sans les lumières, le gros son des tournées de Xalam, j'étais là, seul avec ma guitare, mes mots, et cette connexion directe avec les gens. C'était une forme de vulnérabilité, mais aussi une immense force. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris la puissance de ma voix seule, de ma guitare comme prolongement de mon âme. Cette période fut aussi celle de l'affirmation de ma liberté totale vis-à-vis de l'industrie musicale. Je ne voulais pas être un produit, formaté pour plaire aux radios ou aux producteurs. Je voulais être un artiste libre, coûte que coûte. Cela signifiait parfois des chemins plus ardus, moins de visibilité commerciale, mais une intégrité artistique inébranlable. Et pour moi, l'intégrité était ma plus grande richesse. Je préférais mourir libre que de vivre enchaîné à des compromis artistiques. Quitter Xalam n'a pas été une fin, mais un nouveau commencement. Ce fut un acte de foi envers moi-même, envers ma propre intuition artistique. C'était la naissance de Souleymane Faye, l'artiste solo, celui qui allait désormais chanter sa vérité, sa folie, ses paradoxes, avec pour seule boussole son cœur et son esprit. Cette transition a façonné l'homme et le musicien que je suis devenu, celui qui n'a jamais cessé de chercher la vérité derrière les masques, et de la chanter, qu'elle soit douce, amère, drôle ou dérangeante. Et cette quête d'une âme nue, d'un art sans compromis, allait devenir le pilier de tout mon travail futur. Quitter Kalam fut la condition nécessaire pour que mon art puisse enfin respirer sans entrave, pour que ma voix, ma guitare et mon âme nue puissent se rencontrer sans intermédiaire. Cette période de ma carrière solo n'était pas qu'une simple continuation, c'était une rupture, une affirmation radicale de ma liberté. Je ne cherchais plus à m'inscrire dans une lignée, mais à tracer ma propre voie, celle d'un art sans compromis, qui ne se plierait jamais aux modes ou aux attentes. Mon style musical, il est né de cette liberté. Après l'orchestration dense de Kwalam, j'ai voulu revenir à l'essentiel. La simplicité apparente,
la force du message, l'émotion brute. Ma guitare, elle est devenue le prolongement de mes pensées, le résonateur de mes colères, de mes joies, de mes interrogations. Je n'ai jamais été un guitariste virtuose au sens classique, mais je joue avec l'âme, avec une expressivité qui, je crois, touche au-delà des notes. Mes accords ne sont pas toujours parfaits, mes riffs ne sont pas toujours complexes, mais ils ont une histoire, un vécu. C'est un dialogue intime entre le bois de l'instrument et les cordes de mon cœur. Quant à ma voix, elle est l'écho de mon parcours. Elle peut être rauque, éraillée, comme la voix d'un griot qui a vu trop de choses, d'un conteur qui a trop marché sous le soleil. Mais elle peut aussi être douce, mélodique, presque enfantine, quand il s'agit d'exprimer la tendresse ou la nostalgie. Je n'ai jamais cherché la voix parfaite, calibrée pour les radios. J'ai cherché la voix vraie, celle qui porte les cicatrices et les éclats de rire, celle qui raconte mon histoire et celle de mon peuple. C'est une voix qui n'a pas peur de la fêlure, car c'est dans la fêlure que la lumière entre. Mes textes profonds, absurdes, drôles, parfois mystiques, sont le cœur même de mon art. Je ne me contente pas de chanter des mélodies, je raconte des histoires, je pose des questions, je jette des pavés dans la mare. La profondeur de mes paroles vient de mon observation constante de la vie, de la société sénégalaise, mais aussi des paradoxes de l'existence humaine. Je ne me gêne pas pour aborder des sujets graves, la pauvreté, la corruption, l'hypocrisie, la quête de sens. Mais je le fais souvent avec une pointe d'absurdité, parce que la vie elle-même est absurde, n'est-ce pas? La tragédie et la comédie se côtoient sans cesse. Je suis le type qui, en plein milieu d'une chanson sérieuse, peut insérer une phrase totalement décalée, une image surréaliste ou une boutade qui désamorce la tension. C'est ma manière de ne pas laisser l'auditeur s'installer dans le confort, de le surprendre, de le pousser à réfléchir. L'humour est pour moi une arme redoutable. C'est un moyen de dire des vérités dures sans être didactique, de critiquer sans être lourd. Quand les gens riment, ils baissent leur garde, et c'est là que le message peut s'infiltrer. Je peux me moquer de la politique, des coutumes, des mœurs, mais toujours avec cette tendresse sous-jacente pour les humains que nous sommes, avec nos faiblesses et nos grandeurs. Et puis, il y a le côté mystique de mes textes. Je suis un homme de foi, mais une foi qui n'est pas enfermée dans les dogmes. J'interroge le divin, l'invisible, le sens de notre passage sur Terre. Certaines de mes chansons sont des méditations, des poèmes où je cherche à sonder les mystères de l'existence. Elles peuvent sembler énigmatiques au premier abord, mais elles sont le reflet de ma propre quête spirituelle. Je crois que l'art doit aussi nous élever, nous inviter à contempler ce qui nous dépasse. Ma manière de me moquer des conventions, qu'elles soient sociales, politiques ou musicales, est devenue ma signature. Je n'ai jamais supporté les moules, les étiquettes, les « il faut faire comme ça ». Si une convention existe, ma première impulsion est de la questionner, de la tordre, de la briser, juste pour voir ce qui se passe. Sur le plan social, je peux pointer du doigt l'hypocrisie de certains comportements, la superficialité, le culte de l'apparence. Je me souviens d'une chanson où je décrivais, avec un humour grinçant, la course aux titres honorifiques et aux faux-semblants dans certaines couches de la société. C'est ma façon de dire « Regardez, vous êtes ridicule quand vous prenez tout ça au sérieux ». Mais c'est une moquerie qui se veut libératrice, qui invite à l'authenticité. Sur le plan politique, je n'ai jamais mâché mes mots. Je n'ai pas de parti pris, si ce n'est celui de la vérité et du bien-être de mon peuple. Je peux critiquer les leaders, les systèmes, les promesses non tenues. Je l'ai fait et je continuerai à le faire. Mais ma critique n'est jamais frontale et agressive de manière simpliste. Elle est souvent imagée, parabolique, pleine de sous-entendus qui forcent l'auditeur à décrypter, à chercher le sens caché. C'est une manière plus élégante de s'exprimer, mais tout aussi percutante. On ne m'a jamais fait taire parce que mes critiques sont enveloppées de poésie et d'humour. Et sur le plan musical, je suis un rebelle. J'ai toujours refusé de me conformer au format radio, aux durées de chansons standards, aux arrangements à succès. Si une chanson doit durer 7 minutes parce qu'elle a besoin de ce temps pour se développer, alors elle durera 7 minutes. Si elle a besoin d'un son brut, non poli, alors elle sera brute. Je n'ai jamais cherché à être commercial. Je cherche à être vrai. Cela m'a souvent valu des incompréhensions de la part de l'industrie, des programmateurs. Mais cela m'a aussi permis de garder une liberté totale, une intégrité qui n'a pas de prix.
Je me suis toujours moqué de la notion de « musique à succès », telle que l'a définie l'industrie. Pour moi, le succès, c'est la résonance. C'est quand une de mes chansons touche une âme, même une seule. Ma vision de l'art est claire. L'art doit être une vérité. Pas une vérité dogmatique, mais une vérité ressentie, vécue, interrogée. L'art n'est pas là pour plaire à tout prix, ni pour divertir uniquement. Il est là pour provoquer la réflexion, pour émouvoir, pour déranger parfois, pour illuminer. Il est le miroir de l'âme humaine, avec ses lumières et ses ombres. Un véritable artiste, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre à nu, de montrer ses failles, ses doutes, sa vulnérabilité. C'est dans cette authenticité que réside la force. La scène, pour moi, c'est un espace sacré. Ce n'est pas juste un lieu de performance, c'est un moment de communion, d'échange direct avec le public. Quand je suis sur scène, je ne joue pas un rôle. Je suis Souleymane. Mes chansons sont mes confidences, mes observations, mes joies. Je me livre entièrement. L'improvisation est aussi une partie essentielle de mes performances. Je ne suis jamais figé. Chaque concert est unique parce que je me laisse porter par l'énergie du moment, par la réaction du public, par l'humeur du jour. C'est un dialogue constant, une danse entre le prévu et l'inattendu. La scène est l'endroit où mon âme se met véritablement à nu. Et enfin, ma quête de la vérité. Elle est omniprésente dans ma vie et dans mon art. Je crois que la vérité est essentielle, même si elle est parfois douloureuse, même si elle dérange. Je ne cherche pas à embellir la réalité. Je cherche à la montrer telle qu'elle est, avec ses complexités, ses contradictions. Je ne suis pas un faiseur d'illusions. Je suis un diseur de vérité, un éclaireur. Cela m'a valu d'être parfois incompris, d'être taxé de fou. Mais peu importe. Ma conscience est mon seul guide. Et si ma musique peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à voir le monde avec un regard plus lucide, alors j'ai rempli ma mission. Je n'ai jamais eu de stratégie de carrière, de plan marketing. Ma seule stratégie, c'est d'être moi-même, avec ma guitare, ma voix, et cette âme qui refuse de tricher. C'est un chemin qui n'est pas toujours facile, mais c'est le seul qui me ressemble, le seul que je puisse emprunter avec intégrité. Et cette intégrité, ce refus du compromis, c'est ce qui, paradoxalement, a forgé la longévité de ma carrière et la fidélité de ceux qui me suivent, ceux qui cherchent autre chose que le bruit et la fureur du show business. Ils cherchent l'authenticité, la vérité. Et c'est ce que je leur offre, sans masque. Après toutes ces années passées à chanter ma vérité, à déambuler sur les scènes et dans les ruelles, à décrypter le monde avec mes mots et mes mélodies, une question revient souvent, comme un écho persistant. Qui est vraiment Souleymane ? Pour les uns, je suis le fou. Pour d'autres, le sage. Et certains me voient comme un griot moderne. Ces étiquettes, elles glissent sur moi comme l'eau sur les feuilles de palmier. Je les entends, je les observe, mais elles ne définissent pas qui je suis. Je suis tout ça, et rien de tout ça à la fois. Je suis juste Souleymane, un homme qui chante ce qu'il voit et ce qu'il ressent, sans filtre. Comment le public me voit ? Ah, c'est une question intéressante. On m'a souvent qualifié d'excentrique. C'est vrai que mon allure, ma manière de me présenter sur scène, mes blagues inattendues, peuvent surprendre. Je ne me soucie pas des conventions vestimentaires, des coiffures à la mode ou des postures calculées. Je suis comme je suis, avec mes tocs, mes manies, mes éclairs de génie et mes moments de distraction. Certains voient ça comme de l'excentricité, moi je vois ça comme de la pureté. Je refuse de jouer un rôle. Le personnage, c'est moi, sans artifice. Et quand je suis sur scène, je suis totalement là, avec toutes mes facettes, même celles qui peuvent te sembler étranges à première vue. On m'a aussi dit « génial ». C'est un grand mot, n'est-ce pas ? Je préfère penser que j'ai une manière unique de regarder le monde, de le traduire en musique. Si mes paroles résonnent, si mes mélodies touchent, c'est peut-être parce que je ne cherche pas la complexité pour la complexité, mais la profondeur dans la simplicité. Je puise dans l'essence, dans l'humain. Mon génie, si on veut l'appeler ainsi, réside peut-être dans cette capacité à débusquer la poésie là où personne ne la voit, à rire de ce qui fait pleurer et à pleurer de ce qui fait rire. C'est une question de perspective, de sensibilité. Puis, il y a ceux pour qui je suis dérangeant. Et ça, je le comprends parfaitement. La vérité dérange souvent. Quand je chante sur la corruption, sur l'hypocrisie de certains leaders, sur les inégalités criantes, ce n'est pas pour plaire, c'est pour secouer, pour faire réfléchir. Je ne me censure pas. Si une chose me choque,
Je la dis, je la chante, je la dénonce. Je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Mon rôle, tel que je le conçois, c'est d'être une sentinelle, une voix qui refuse le silence complice. Et parfois, ma franchise, ma manière de ne pas tourner autour du pot peut heurter. Mais je préfère ça à l'indifférence. Et bien sûr, le comique. Ah ça! L'humour, c'est ma bouffée d'oxygène, mon arme secrète. On ne peut pas prendre la vie trop au sérieux, même quand elle est difficile. J'utilise l'absurdité pour dénoncer le réel, le rire pour désarmer la colère. Mes concerts sont souvent émaillés de blagues, de digressions inattendues, de moments où je me moque de moi-même et du monde. C'est ma manière de rendre la pilule plus facile à avaler, de créer une connexion avec le public. Quand les gens rient avec moi, c'est qu'ils comprennent le message, même s'il est emballé dans un éclat de rire. C'est une forme de griotisme, finalement, celle du griot qui ne se contente pas de chanter les louanges, mais qui critique aussi, avec subtilité et humour. Mes réflexions sur la société sénégalaise, elles sont au cœur de mes chansons. Je suis né ici, j'ai grandi ici, et je vis ici. Je vois les changements, les défis, les espoirs et les désillusions. Je vois comment les traditions se frottent à la modernité, comment la foi cohabite avec la superstition, comment la générosité côtoie la débrouille. Le Sénégal, c'est ma muse, ma matrice. Je chante ces rues animées, ces marchés colorés, ces grains de thé où le monde se refait chaque soir. Mais je chante aussi ces problèmes. La jeunesse qui peine à trouver sa voie, les politiciens qui promettent et ne tiennent pas, la pression sociale, l'exode rural. Je crois que le rôle de l'artiste est d'être un miroir de sa société, même un miroir déformant parfois, pour mieux en faire ressortir les vérités. Je ne suis pas un donneur de leçons, je suis un observateur. Et mes chansons sont mes carnets de bord. Elles sont le fruit de mes pérégrinations dans les quartiers populaires, de mes conversations avec les gens ordinaires, les pêcheurs, les marchands, les étudiants. Ce sont leurs voix que je porte, leurs préoccupations que j'exprime. Quant à l'Afrique, elle est mon continent, ma source d'inspiration inépuisable. L'Afrique est complexe, diverse, pleine de contradictions, mais aussi d'une vitalité incroyable, d'une résilience unique. Je chante cette Afrique qui se bat, qui espère, qui danse et qui pleure. Je crois en une Afrique qui prend son destin en main, qui valorise sa culture, qui s'approprie sa modernité sans renier son passé. Je dénonce aussi les néocolonialismes, les influences extérieures qui tentent de nous dicter notre voie. Ma musique est un appel à la fierté africaine, à l'autonomie, à la sagesse de nos anciens. Et les humains? Ah, les humains! Ils sont ma plus grande énigme et ma plus grande fascination. Nous sommes des créatures complexes, pleines de lumière et d'ombre, de bonté et de cruauté, de grandeur et de petitesse. Je chante l'humanité dans toutes ses dimensions. L'amour, la trahison, l'espoir, le désespoir, la solitude, la fraternité. Je cherche à comprendre pourquoi nous agissons comme nous agissons, pourquoi nous aimons, pourquoi nous haïssons. Mes chansons sont des interrogations, des méditations sur la condition humaine. Elles sont un plaidoyer pour la tolérance, pour la compassion, pour la compréhension mutuelle. Je ne suis pas un moralisateur, je suis un chercheur de sens, un questionneur perpétuel. Ma relation avec les autres artistes a toujours été particulière. Je ne suis pas de ceux qui courent après les featuring, les collaborations à tout prix pour être dans le coup. Je respecte le travail de mes pairs, ceux qui sont sincères et authentiques dans leur démarche. J'admire les talents qui émergent, les jeunes qui osent, mais je suis un solitaire dans l'âme, un électron libre. Je ne suis pas membre de cénacle, je ne fréquente pas assidûment les milieux mondains du show business. Je préfère la compagnie des gens vrais, qu'ils soient artistes ou non. Certains artistes me voient comme un modèle de liberté, d'autres comme un ovni, un marginal inclassable. Je n'ai jamais cherché à être un mentor, mais si mon parcours inspire, si ma manière de faire les choses donne du courage à d'autres pour suivre leur propre voie, alors j'en suis heureux. Je n'ai jamais eu de rivalité avec quiconque. Mon seul adversaire, c'est la page blanche, le silence, la compromission. Je suis un artisan, et je respecte tous ceux qui travaillent avec leur cœur. Quant au système musical, ma relation avec lui est tendue, pour ne pas dire conflictuelle parfois. J'ai toujours refusé de me plier à ses diktats. Les maisons de disques, les radios, les télévisions, elles ont leurs règles, leurs formats, leurs impératifs commerciaux. Et moi j'ai mes propres règles, l'authenticité, la liberté, le non-compromis.
Je ne cours pas après les passages radio, les clips léchés, la publicité à outrance. Je préfère que ma musique se diffuse par le bouche à oreille, par la sincérité du message. On m'a souvent reproché mon manque de professionnalisme, ma réticence à suivre les bonnes pratiques de l'industrie. Mais pour moi, le professionnalisme, ce n'est pas de se plier à des normes artificielles, c'est d'être vrai dans son art, de le défendre avec honneur. J'ai toujours fait mes choses à ma manière, avec les moyens du bord, avec des collaborations de confiance, en restant indépendant. Cela m'a coûté des opportunités commerciales, c'est certain, mais cela m'a offert une liberté inestimable, une intégrité qui n'a pas de prix. Je ne suis pas un produit, je suis une voix. Alors, qui est vraiment Souleymane ? Je suis un homme qui ne triche pas, un homme qui cherche la vérité, même quand elle est inconfortable. Un homme qui rit du monde et de lui-même. Un homme qui croit en la puissance de la musique pour éveiller les consciences. Un homme qui, malgré les étiquettes, reste fidèle à son âme d'enfant rêveur, un peu fou, mais toujours sincère. Je suis le griot moderne qui, avec sa guitare et sa voix, continue de porter la parole libre d'un peuple sans masque, sous le soleil de Dakar, et bien au-delà. Si mon art est une expression de ma vérité, ma vie, elle, a été parsemée de chapitres moins médiatisés, des moments d'ombre où le bruit du monde s'est tu pour laisser place à l'introspection, à la lutte intérieure. On me connaît pour ma voix, ma guitare, mes éclats de rire sur scène, mais il y a aussi eu des périodes d'absence ou de retrait, des moments où Souleymane le chanteur s'est effacé derrière Souleymane l'homme, confronté à ses propres combats personnels. Et puis, invariablement, il y a eu les retours surprises, comme le ressac de la vague qui ramène toujours l'océan vers le rivage. Ces périodes de retrait, elles n'étaient pas toujours des choix conscients, prémédités. Parfois, c'était le corps qui dictait sa loi, parfois l'esprit qui avait besoin de se ressourcer loin du tumulte, et d'autres fois encore, c'était simplement la nécessité de vivre, de me confronter à d'autres réalités que celles des projecteurs. Le monde du showbiz, avec sa superficialité, ses faux-semblants et ses attentes constantes, peut être épuisant pour un esprit comme le mien qui cherche la profondeur et l'authenticité. J'ai eu besoin de me déconnecter, de retrouver le silence des ruelles de Dakar, d'écouter les murmures du vent et non les applaudissements. Ce silence était nécessaire pour recharger mes batteries, pour réaligner mon âme avec ma musique. Il faut du temps pour observer, pour digérer ce que la vie nous envoie, pour transformer la douleur en poésie, la frustration en mélodie. Ce sont dans ces moments de solitude que mes textes les plus poignants, les plus énigmatiques, ont souvent vu le jour. Loin des regards, je pouvais me permettre d'être vulnérable, de sonder les profondeurs de mon être sans craindre le jugement. Ces absences étaient des retraites créatives, même si elles pouvaient ressembler à des disparitions pour le public. Mes combats personnels, ils sont comme ceux de tout un chacun, mais avec une intensité propre à l'artiste qui ne sait pas masquer ses émotions. La famille, elle a toujours été mon socle, mon refuge. Mais même au sein de la famille, il y a des épreuves. La maladie d'un proche, les difficultés économiques, les pressions du quotidien. Je n'ai jamais exposé ces aspects de ma vie privée en public, par pudeur, par respect. Mais ces réalités ont pesé sur mes épaules, m'ont tiré vers le bas parfois. J'ai connu la précarité, la difficulté de joindre les deux bouts alors même que ma musique était respectée. Ce sont des combats silencieux, menés dans l'intimité, loin des regards curieux. La société elle-même est un combat permanent. Je suis un observateur de ma société sénégalaise, de ses évolutions, de ses contradictions. Voir la jeunesse se débattre, les inégalités se creuser, les valeurs traditionnelles se heurter à la modernité sans toujours trouver leur équilibre. Tout cela me touche profondément. Mes chansons sont souvent le reflet de ces luttes sociales, de mon désarroi face à certaines injustices, mais aussi de mon espoir inébranlable en la capacité de mon peuple à se relever. Ce sont des combats que je mène avec ma musique, en espérant que mes mots puissent éclairer, réveiller les consciences, ou au moins offrir une échappatoire, un miroir pour ceux qui se sentent seuls dans leur lutte. Et puis, il y a le combat contre soi-même, la maladie éventuelle, la fragilité du corps face aux assauts du temps et de la vie. Oui, il y a eu des moments où ma santé m'a fait défaut, où la fatigue s'est accumulée, où la voix a semblé vouloir me lâcher. Ce sont des épreuves qui vous ramènent à l'essentiel, qui vous rappellent votre propre mortalité, votre vulnérabilité. Mais c'est aussi dans ces moments que j'ai puisé une force nouvelle, une détermination à continuer, à chanter tant que le souffle est là, tant que l'âme brûle. La musique est alors devenue ma thérapie, mon exutoire.
je me suis soigné avec les notes, j'ai pansé mes plaies avec les mots. Mais ce qui me caractérise peut-être le plus, ce sont mes retours surprises. On me donne pour disparu, pour retiré, et puis un jour, sans prévenir, je réapparais. Sur une scène, dans un festival, avec un nouvel album sorti de nulle part, sans grande promotion, sans battage médiatique. C'est ma manière d'être, de rester imprévisible, de ne pas me laisser enfermer dans un calendrier ou dans des attentes. Je reviens quand l'envie me prend, quand la musique s'impose à nouveau à moi avec une force irrésistible. Ces concerts de retour sont souvent chargés d'une émotion particulière. Le public, fidèle, est là, impatient de me retrouver. Et moi, je suis là, avec la même énergie, la même sincérité, mais aussi avec de nouvelles histoires à raconter, de nouvelles musiques à partager. C'est un dialogue d'âmes retrouvées, un moment où la musique fait le pont sur les absences. Ces retours sont une preuve de ma résilience, de ma passion inébranlable pour la musique. Ils sont la preuve que Souleymane ne peut pas se taire trop longtemps. Le besoin de s'exprimer est plus fort que tout, et les sorties indépendantes, elles sont le corollaire de cette philosophie. Je n'ai jamais eu besoin du grand barnum de l'industrie pour sortir ma musique. Un album peut naître d'une série de rencontres, d'une collaboration spontanée, d'une simple envie de partager des nouvelles compositions. Je les produis avec mes moyens, avec l'aide d'amis fidèles, avec cette même liberté que j'ai toujours revendiquée. Pas de pression des labels, pas de compromis sur le son ou sur les textes. Juste la musique, pure, brute, telle qu'elle est sortie de mon cœur. Cela me permet de garder le contrôle total sur mon œuvre, de préserver cette authenticité à laquelle je tiens tant. Ces combats, ces silences, ces retours, ils font partie intégrante de mon parcours. Ils ont forgé mon caractère, ont nourri ma musique, l'ont rendue plus vraie, plus poignante. Ils sont la preuve que la vie d'artiste n'est pas toujours celle que l'on imagine, faite uniquement de paillettes et de succès. C'est aussi une vie de doute, de lutte, de remise en question. Mais c'est justement dans ces moments-là que la force de l'art se révèle, sa capacité à nous aider à traverser les tempêtes, à transformer l'adversité en inspiration. Je suis toujours là, malgré tout, toujours debout, avec ma guitare, ma voix, et cette âme qui refuse de se laisser vaincre. Mon histoire est celle d'un homme qui, coûte que coûte, continue de chanter, même après les silences. Et ça, c'est ce qui m'a conduit à mes relations, souvent complexes, avec les médias. Mais ça, c'est le sujet du prochain chapitre. Ma relation avec les médias, c'est une vieille histoire, une danse complexe faite de fascination et de rejet, d'attraction et de répulsion. Depuis mes débuts avec Xalam et plus encore en solo, j'ai été un personnage public, scruté, commenté, parfois mal interprété. Et je l'admets, j'ai souvent alimenté cette complexité, naviguant entre une parole brute, sans phare, et une provocation parfois délibérée. Cette interaction, pour moi, est une ligne de front où s'affrontent la nécessité de communiquer et le danger de la déformation. C'est l'histoire de moi et les médias, entre malentendus et vérité crue. Il y a eu des polémiques que j'ai créées, volontairement ou involontairement. En vérité, j'ai rarement cherché la polémique pour la polémique. Mon but n'est pas de faire le buzz, comme on dit aujourd'hui. Mon moteur, c'est la vérité, la dénonciation de ce qui me semble injuste, absurde ou hypocrite. Si cela crée des vagues, alors tant mieux. Cela signifie que le message a été entendu, même s'il a pu choquer. Parfois mes propos, sortis de leur contexte ou de mon second degré habituel, ont été pris au pied de la lettre. Mais souvent, j'ai sciemment appuyé là où ça fait mal, parce que je crois que l'artiste a le devoir d'être un poil à gratter. Je me souviens d'interviews où j'ai critiqué ouvertement la passivité de certaines élites culturelles face aux enjeux sociaux et politiques du pays. J'ai dénoncé le mimétisme, la tendance à importer des modèles culturels qui ne nous correspondent pas, au détriment de nos propres richesses. Ces prises de position, qui s'inscrivaient dans ma vision de la liberté artistique et de l'engagement, ont parfois été perçues comme de l'arrogance ou de la rébellion stérile. Mais pour moi, c'était simplement ma manière de dire « Réveillez-vous, soyons nous-mêmes, fiers de qui nous sommes ». J'ai aussi eu des mots très durs envers la mercantilisation à outrance de la musique, ce que j'appelle la musique plastique, sans âme, faite uniquement pour vendre. Mes critiques envers cette tendance, envers les artistes qui, à mon sens, sacrifièrent leur intégrité pour la célébrité et l'argent, ont souvent été interprétées comme des attaques personnelles. Non, ce n'était pas contre des individus, c'était contre un système,
une mentalité. Je voulais rappeler que l'art est sacré, qu'il ne doit pas être souillé par des considérations purement commerciales. Ma parole libre dans les médias a toujours été ma marque de fabrique. Quand je suis invité dans une émission de radio ou de télévision, je ne prépare pas mes réponses. Je parle avec mon cœur, avec ma tête, avec cette spontanéité qui, je sais, peut dérouter. Je ne me soucie pas du politiquement correct. Si je pense une chose, je la dis. Si elle est crue, elle est crue. C'est ma nature. Je ne suis pas un diplomate, je suis un artiste. Et l'artiste, par définition, est celui qui ose dire ce que les autres pensent tout bas. Ces interviews ont souvent donné lieu à ce que certains ont appelé des clashs. Oui, il m'est arrivé d'interrompre un journaliste, de le contredire, de remettre en question ses questions si elles me semblaient superficielles ou biaisées. Il m'est même arrivé de quitter un plateau si je sentais que l'échange n'était pas sincère, que l'on cherchait le sensationnel plutôt que la profondeur. Je n'ai aucune patience pour la superficialité et l'hypocrisie. Pour moi, une interview est un dialogue, un moment de vérité. Si ce n'est pas le cas, alors mon temps est précieux. Certains journalistes ont compris ma démarche, mon authenticité. Ils ont su capter cette part d'imprévisibilité et en faire ressortir la substance. Avec eux, les échanges aient été riches, passionnants. Mais d'autres n'ont pas su me cerner. Ils ont vu le fou, l'excentrique, sans chercher à comprendre la sagesse derrière la folie, le message derrière l'absurdité. Et c'est là que naissent les malentendus, les titres accrocheurs qui déforment ma pensée, les articles qui me cantonnent à une image réductrice. Mais je l'assume. Je préfère être incompris qu'être trahi par moi-même. Ce que je pense du showbiz, c'est un long chapitre. Pour moi, le show business est souvent une grande mascarade. C'est un monde où l'image prime sur le talent, le buzz sur la substance, l'argent sur l'art. C'est un système qui broie les âmes, qui formate les artistes pour en faire des produits consommables. Je l'ai toujours fui, je l'ai toujours combattu à ma manière. Je n'ai jamais cherché la célébrité pour la célébrité. Je cherche la résonance, l'impact de ma musique sur les cœurs et les esprits, les tapis rouges, les grandes réceptions, les mondanités. Tout cela m'indiffère. Je préfère être dans mon coin, avec ma guitare, mes pensées. Le vrai luxe pour moi, c'est la liberté de créer, la liberté de dire, la liberté d'être. Ce système a ses codes, ses exigences, et je n'ai jamais voulu m'y plier. Cela m'a valu d'être marginalisé par certains, de ne pas être invité à tous les événements. Mais cela m'a aussi permis de garder mon intégrité, cette âme nue dont je vous parlais. Je ne suis pas un entertainer au sens commercial du terme. Je suis un artiste, un transmetteur d'émotions et de messages. Quant aux journalistes, je dirais qu'il y a de tout. Il y a les bons, ceux qui font leur travail avec honnêteté, curiosité et respect. Ceux-là, je les respecte profondément. Ils sont les passeurs d'informations, les témoins de notre temps. Et puis, il y a les autres, ceux qui cherchent la petite phrase qui fait scandale, ceux qui déforment, ceux qui ne creusent pas, ceux qui sont juste là pour le sensationnel. Ceux-là, je les fuis. Ma relation avec eux est parfois conflictuelle, mais c'est parce que je défends l'authenticité de mon art et de ma parole. Je ne leur offre pas de scoop, je leur offre ma vérité. C'est à eux de voir s'ils sont prêts à l'accueillir telle qu'elle est. La question de la censure, elle, est toujours présente, même si elle n'est pas toujours explicite. Au Sénégal, comme ailleurs, il y a des sujets qu'il est préférable de ne pas aborder, des personnalités qu'il vaut mieux ne pas critiquer frontalement. J'ai senti cette pression, cette invitation au silence, au fil des ans. Mais je n'ai jamais cédé. Mon art est un espace de liberté absolue. Si je commence à me censurer, je perds mon âme, je perds ma raison d'être. La censure la plus dangereuse n'est pas celle qui vient de l'extérieur, mais celle que l'on s'impose à soi-même. J'ai chanté des vérités qui ont pu déplaire au pouvoir en place. J'ai mis en lumière des problèmes que certains préféraient ignorer. Cela a pu me coûter des passages radio ou des opportunités de concerts subventionnés. Mais je n'ai pas de regrets. Le prix de la liberté est parfois élevé, mais il en vaut la peine. Mon art n'a pas de prix, il n'a pas de maître, il n'a pas de couleur politique. Il est au service de l'humain, de la vérité, de l'Afrique. En fin de compte, ma relation avec les médias est à l'image de ma vie, un chemin sans compromis. J'ai refusé d'être un bon client, un artiste facile à vendre ou à contrôler. J'ai préféré être un artiste authentique, avec ses imperfections, ses sautes d'humeur,
sa profondeur et sa légèreté. Si cela a créé des malentendus, c'est le prix à payer pour ne pas tricher. Et ces vérités crues que j'ai livrées, elles sont le testament de ma liberté, le reflet d'une âme qui n'a jamais voulu porter de masque, même face aux caméras et aux micros. Elles sont aussi le fondement de l'héritage que je cherche à laisser aux jeunes générations, un héritage de courage et d'authenticité. Quand je regarde en arrière, sur le chemin parcouru, les mélodies jouées, les mots prononcés, je ne me pose pas la question de savoir si j'ai réussi au sens commercial du terme. Ma vraie question, c'est celle de la trace, de l'écho que mon passage laisse. Je ne suis pas éternel, personne ne l'est, mais l'art, lui, peut l'être. Et si mon œuvre, ma vie, ont pu semer quelques graines, alors je peux parler de mon héritage vivant, ce que je laisse aux jeunes, à l'art, à l'Afrique. Mon influence sur des générations de musiciens sénégalais, elle n'est pas toujours visible, elle n'est pas toujours clamée haut et fort, mais je la sens, je la vois dans le regard de certains jeunes artistes, dans leur manière d'aborder la musique avec plus de liberté, plus d'authenticité. Je n'ai jamais cherché à être un gourou, un maître à penser. J'ai simplement tracé ma route, sans compromis. Et si cette route a inspiré d'autres à ne pas se plier aux modes, à chercher leur propre voie, alors ma mission est remplie. Je crois que ma plus grande influence réside dans le message de la liberté artistique. Combien de jeunes musiciens, bridés par les formats commerciaux, par les attentes du public ou des producteurs, ont trouvé dans mon parcours une validation de leur propre folie créatrice? J'ai montré qu'on pouvait faire de la musique sans être riche, sans passer à la télévision tous les jours, sans compromettre son âme. Qu'on pouvait être un artiste entier, un vrai, même en restant en marge du système. C'est ça, je crois, la graine que j'ai semée. Osez être vous-même, osez la différence, la singularité. Ne chantez pas ce qui est attendu, chantez ce qui vous brûle les tripes. Ce que représente Souleymane Faye pour les artistes actuels, c'est sans doute un symbole de résistance. Résistance à la standardisation, résistance à la superficialité, résistance à l'oubli de nos racines. Je suis perçu comme le réfractaire, le franc-tireur, qui a toujours dit ce qu'il pensait, qui n'a jamais eu peur de déranger. Dans un monde où beaucoup cherchent le consensus et la conformité, ma figure représente peut-être un appel à la rébellion constructive, à l'audace. Je suis souvent cité, me dit-on, comme l'artiste qui a su fusionner les genres avec une audace rare, le jazz, le rock, la musique traditionnelle, sans jamais trahir l'un ou l'autre. Ça, c'est une fierté. Cela signifie que mon exploration, mes expérimentations avec Zalam puis en solo, ont ouvert des portes, ont montré qu'il n'y a pas de limite à la créativité, qu'on peut marier les mondes et créer quelque chose de nouveau, de profondément africain et universel à la fois. Souleymane Faye, c'est peut-être devenu le nom de code d'une certaine forme d'intégrité, d'un certain refus de se vendre. Mon regard sur la relève, sur les jeunes qui arrivent, est un mélange d'espoir et parfois d'une pointe d'inquiétude. Je vois beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, de maîtrise technique. C'est formidable. La jeunesse a cette audace, cette capacité à absorber toutes les influences du monde, à les mixer, à créer de nouveaux sons. Ça, c'est l'avenir, et il est vibrant. Cependant, j'observe aussi une tendance à la facilité, à la recherche du succès rapide, de la célébrité instantanée via les réseaux sociaux. La musique, pour beaucoup, semble être devenue un moyen plutôt qu'une fin. On oublie parfois que l'art demande du temps, de la patience, du travail acharné, de la sueur et surtout une âme. On se soucie plus du nombre de vues que de la profondeur du message, plus de l'image que de l'authenticité. C'est une dérive que je constate avec une certaine tristesse. Je les encourage à creuser, à chercher leur propre voix, à ne pas copier, mais à digérer les influences pour créer leur propre langage. Les écoles de musique, elles ont un rôle essentiel à jouer. Elles peuvent transmettre la technique, la théorie, l'histoire. Mais elles ne doivent pas formater les esprits. Elles doivent encourager la créativité, la singularité, l'expérimentation. Elles doivent former des musiciens, oui, mais aussi des artistes, des penseurs, des âmes libres. Il faut leur apprendre la valeur de nos traditions, de nos rythmes ancestraux, pour qu'ils puissent les porter vers l'avenir, les faire évoluer sans les dénaturer. L'équilibre est fragile, mais il est crucial. Et les griots modernes? C'est une question qui me tient à cœur. Le griot, c'est la mémoire vivante, le conteur, le témoin de son temps. La tradition des griots est une richesse inestimable au Sénégal.
Mais le monde change, et les griots doivent changer avec lui. Le griot moderne, ce n'est pas forcément celui qui joue de la kora ou du xalam traditionnel, c'est celui qui, quel que soit son instrument, quel que soit son genre musical, continue de porter la parole, de raconter l'histoire du peuple, de dénoncer les injustices, de célébrer la vie, de transmettre les valeurs. Il doit être ancré dans son temps, utiliser les outils d'aujourd'hui, mais avec la même sincérité, le même engagement que ses ancêtres. Je me considère un peu comme un griot moderne, oui. Pas dans le sens lignagé ou social du terme, mais dans ma fonction. Je chante ce que je vois, ce que je vis, ce que je ressens. Je porte la parole des sans-voix, je suis le miroir des paradoxes de notre société. Ma guitare est mon xalam, ma voix est mon récit. Mon rôle est de témoigner, d'interpeller, de susciter la réflexion, le rire, la tristesse. C'est une mission que j'embrasse avec humilité et détermination. Mon héritage, si je dois en définir un, c'est peut-être cette invitation à la liberté, à l'authenticité, à la capacité de rire de tout, de ne jamais se prendre trop au sérieux, mais de prendre l'art très au sérieux. C'est le message de ne jamais renoncer à sa voix, même si elle est dissonante, même si elle dérange. C'est l'idée que l'art est une résistance, un cri, une bouffée d'air frais dans un monde qui voudrait nous enfermer dans des cases. Je n'ai pas de statue à mon effigie, pas d'école à mon nom, du moins pas encore. Mon héritage, il est dans les têtes, dans les cœurs, dans les disques que l'on écoute encore aujourd'hui, dans les jeunes qui osent prendre leur guitare et chanter leur vérité sans peur du qu'en dira-t-on. Il est dans cette âme sénégalaise, libre et rebelle, qui refuse de se laisser dicter sa voix. C'est un héritage vivant qui continue de se construire avec chaque note jouée, chaque parole chantée, chaque jeune qui choisit d'être lui-même. Et c'est avec cette même flamme que je continue ma vie aujourd'hui, le vieil enfant qui ne veut pas tricher et qui a encore des choses à dire. Le temps passe, les saisons défilent sur Dakar, mais certaines flammes ne s'éteignent jamais. À l'aube de cette année 2025, si vous me cherchez, vous me trouverez là, toujours debout, toujours la guitare à portée de main. Je ne suis plus le jeune homme fougueux des années Xalam, ni même le révolté solitaire de mes débuts en solo. Je suis ce que je suis, un vieil enfant qui ne veut pas tricher, un observateur du monde qui continue de chanter coûte que coûte. Ma vie aujourd'hui, elle est faite de la simplicité et de la richesse de l'ordinaire. Je ne vis pas dans le luxe, ni dans les ors des capitales. Je suis ancré ici, au Sénégal, dans les quartiers qui m'ont vu grandir. J'aime le rythme de la vie dakaroise, les bruits de la rue, les discussions sous l'arbre à palabres, l'odeur du thé à la menthe. Je passe mes journées entre la musique, la réflexion et la compagnie des miens. La gloire éphémère ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est la profondeur des liens, l'authenticité des moments. Je continue de composer, bien sûr. La musique n'est pas un métier pour moi, c'est une respiration, une nécessité vitale. Les mélodies viennent toujours, parfois la nuit, parfois en marchant dans la rue. Et les mots, ils se bousculent, traduisant mes observations sur le monde qui nous entoure. Je n'ai jamais eu de bureau. Mon atelier, c'est ma tête, ma guitare et l'air que je respire. Ma vision du monde en 2025 est empreinte de lucidité, mais jamais de résignation. Je vois bien les défis, les changements rapides qui bousculent nos sociétés. La mondialisation, l'omniprésence des technologies, les enjeux climatiques, les tensions politiques, tout cela est bien réel. Mais je refuse de céder au pessimisme. Je crois en la capacité de l'être humain à s'adapter, à se réinventer, à trouver des solutions. Je suis toujours aussi critique envers l'hypocrisie et les injustices, envers ceux qui exploitent les peuples et les ressources. Ma voix continuera de s'élever contre l'asservissement, sous toutes ses formes. Mais avec l'âge, j'ai aussi gagné en sérénité. Je comprends mieux les complexités, les nuances. Je sais que les changements prennent du temps, que les mentalités évoluent pas à pas. Mon combat est devenu plus une persévérance qu'une rage aveugle. L'Afrique, mon Afrique, elle est plus que jamais au centre de mes préoccupations. Je la vois pleine de potentiel, de jeunesse, d'énergie créatrice. Mais je vois aussi les obstacles, les pièges. Mon souhait le plus ardent est que ce continent puisse s'émanciper pleinement, prendre son destin en main, développer ses propres modèles, sans renoncer à ses valeurs ancestrales. C'est un équilibre délicat, mais c'est le seul chemin vers une souveraineté véritable. Quant à mes projets récents ou futurs, ils sont à l'image de ma carrière, indépendants, authentiques et souvent inattendus.
Je ne suis pas dans la course aux albums à succès ou aux tournées mondiales, je fais de la musique quand elle m'appelle. J'ai récemment collaboré sur quelques projets discrets avec des jeunes musiciens que j'apprécie pour leur audace et leur sincérité. Des rencontres spontanées, des sessions d'enregistrement improvisées qui ont donné lieu à des titres que seuls les initiés connaissent, mais qui, pour moi, sont d'une grande valeur artistique. Un nouvel album ? Peut-être. Quand l'inspiration sera là, quand j'aurai suffisamment de matière à partager, je le ferai. Mais ce ne sera pas pour répondre à une demande du marché. Ce sera une nécessité intérieure. Je continue à jouer sur scène, mais de manière plus sélective. Des concerts intimistes, des festivals où l'on me laisse ma liberté, des lieux où la connexion avec le public est directe, sans artifice. Je n'ai plus rien à prouver, juste des choses à partager. Je songe aussi à la transmission. Non pas une transmission académique, mais une transmission d'expérience, de philosophie. J'aimerais que les jeunes artistes comprennent l'importance de l'authenticité, de la persévérance, de la quête de sens. Non pas à travers des cours magistraux, mais par le dialogue, par le partage de ma vision de l'art et de la vie. Peut-être des ateliers, des rencontres informelles, des moments où je pourrais simplement raconter, écouter et partager le peu de sagesse que j'ai pu accumuler. Enfin, je voudrais adresser un message profond, sincère et poétique pour les jeunes et pour l'Afrique. À vous, les jeunes, qui êtes l'avenir de ce continent, écoutez attentivement. Ne laissez personne vous dire qui vous devez être ou ce que vous devez faire. Le monde est une immense symphonie, et vous êtes chacun une note unique, indispensable. Ne copiez pas. Cherchez votre propre mélodie, votre propre rythme. N'ayez pas peur d'être différent, d'être les marginaux, les rêveurs, les fous de votre génération. C'est dans cette singularité que réside votre véritable force, votre capacité à innover, à transformer le monde. Le chemin sera semé d'embûches, de doutes, de portes closes. Mais rappelez-vous que la plus grande liberté, c'est celle de l'esprit. Ne vendez jamais votre âme. Ne compromettez jamais votre intégrité pour des paillettes éphémères. La vraie richesse n'est pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous donnez, dans la vérité que vous portez. Cultivez la curiosité, l'esprit critique, l'humour et surtout la compassion. L'art est un bouclier, une arme, mais aussi un pont. Utilisez-le pour construire, pour relier les cœurs, pour éclairer les consciences. Pour l'Afrique, mon continent, je te vois grandir, je te vois te chercher, je te vois te battre. Ne perds jamais le sens de ta valeur, de ta culture, de ta sagesse ancestrale. Le monde a tant à apprendre de toi. Ne te laisse pas dicter ta voix par des voix étrangères. Forge ton propre destin, avec fierté et dignité. Fais confiance à tes enfants, à leur énergie, à leur vision. Prends soin de tes ressources, de ta terre, de ton environnement. Sois le phare qui guide, la voix qui inspire. Et pour tous, souvenez-vous de ceci. La vie est une danse absurde et magnifique. Riez, aimez, doutez, questionnez. Ne cessez jamais de chercher la vérité derrière les masques. Soyez des âmes nues, sincères, vulnérables, car c'est dans cette vulnérabilité que réside notre plus grande force. Le monde a besoin de plus de poètes, de plus de rêveurs, de plus de voix libres. Je suis toujours là, le vieil enfant qui refuse de tricher. Et tant que le souffle est là, la musique continuera de résonner. Maintenant que nous avons exploré le chemin, les combats, les silences et les philosophies qui ont façonné l'homme, il est temps de plonger au cœur de ce qui a toujours été mon plus fidèle compagnon, mon œuvre en chanson. Car c'est là, dans les notes et les mots, que réside l'essence de Souleymane Faye, le plus pur reflet de mon âme. Analyser mes morceaux, c'est comme revisiter les chapitres d'un journal intime, chaque titre portant en lui une histoire, une émotion, une part de ma vérité. Parmi mes morceaux les plus connus, certains sont devenus des phares pour ceux qui me suivent. Je pense à des titres comme Daro Daro ou Demna. Daro Daro, c'est cette mélodie lancinante, cette quête de sens, cette interrogation sur la destinée humaine. C'est le cri d'une âme qui cherche sa place, qui ne se résigne pas à la superficialité du monde. Les paroles sont imagées, parfois énigmatiques, invitant chacun à y trouver son propre sens, sa propre résonance. C'est une chanson qui parle de voyage, non pas d'un voyage physique, mais d'un voyage intérieur, une exploration des méandres de l'esprit. Et puis,
Il y a Demna, je suis parti. Un morceau emblématique de mon départ de Xalam et de mes débuts en solo. C'est une déclaration d'indépendance, une affirmation de ma volonté de tracer ma propre voie. C'est une chanson empreinte d'une certaine mélancolie, oui, celle du renoncement à un passé glorieux, mais aussi d'une détermination farouche. Je ne suis pas parti par colère ou par rancœur, mais par une nécessité viscérale d'authenticité. Les paroles sont directes, sans fioriture, reflétant la nudité de ma décision. Ces titres, et d'autres comme Badienu Gok, qui caricaturent avec humour les commérages du quartier, ont résonné parce qu'ils touchaient à des vérités universelles, malgré leur ancrage sénégalais. Les messages dans mes paroles, ce sont les pulsations de ma conscience. Je ne me contente pas de rimer pour rimer. Chaque mot est choisi, pesé, comme une graine que je sème dans l'esprit de l'auditeur. Mes textes sont souvent un miroir tendu à la société sénégalaise, une critique douce amère des travers, des inégalités, des injustices. Je parle de la corruption qui ronge, de la pauvreté qui pèse, de la jeunesse qui cherche désespérément un horizon. Mais je le fais avec une poésie qui désamorce l'agressivité, une ironie qui invite à la réflexion plutôt qu'à la confrontation directe. Mes textes sont souvent truffés d'expressions wolofs, de proverbes, d'images tirées du quotidien de Dakar. C'est ma manière de rester connecté à mes racines, de faire voyager ma culture au-delà des frontières linguistiques. Il y a aussi une part de mystique dans mes paroles, une exploration des dimensions invisibles de l'existence. Des questions sur la vie, la mort, l'au-delà, la quête spirituelle. Je ne donne pas de réponse, je pose des questions, j'invite à la méditation. Mon objectif n'est pas de convaincre, mais de faire réfléchir, d'éveiller les consciences. Mon rapport au studio est un mélange de pragmatisme et de poésie. Le studio, c'est un laboratoire. C'est là que les idées prennent forme, que les sons se marient. Je n'ai jamais été un maniaque de la perfection technique absolue, celle qui déshumanise la musique. Je préfère le son brut, celui qui capte l'émotion du moment. J'aime les accidents heureux, les imperfections qui donnent du caractère à un morceau. Pour moi, le studio est un outil au service de l'art, pas une fin en soi. Je ne passe pas des semaines à peaufiner un mix. Quand une chanson sonne juste, quand elle a l'âme que je veux lui donner, alors elle est prête. La scène, c'est mon terrain de jeu préféré. Là où le studio est la gestation, la scène est la naissance. C'est le lieu de la communion directe, de l'échange énergétique avec le public. Sur scène, je suis totalement moi-même, sans filtre, sans masque. Je me nourris de la réaction des gens, de leurs regards, de leurs sourires, de leurs larmes. Chaque concert est unique, une expérience en soi. L'improvisation y joue un rôle primordial. Mon rapport à l'improvisation est instinctif. Je ne suis pas un musicien qui suit une partition à la lettre. Non, je suis un improvisateur dans l'âme. Que ce soit sur scène ou en studio, je laisse la musique me guider. Les notes viennent d'elles-mêmes, les mots se placent parfois différemment. C'est une danse constante avec l'instant présent, une conversation avec ma guitare et avec l'énergie qui m'entoure. L'improvisation est une liberté, un lâcher-prise. Elle me permet de rester spontané, d'éviter la routine, de faire de chaque performance un moment unique et vibrant. C'est dans l'imprévu que la magie opère le plus souvent. Mes titres récents, pour ceux qui suivent mon chemin de près, continuent de refléter mes interrogations actuelles. Je n'ai pas la même verve ou la même énergie qu'à mes 20 ans, mais la sagesse, elle, a gagné en profondeur. Les thèmes de la transmission, de l'héritage, du sens de l'existence reviennent souvent. Des morceaux plus épurés, parfois acoustiques, où ma voix et ma guitare suffisent à porter le message. Ils sont peut-être moins médiatisés, mais ils n'en sont pas moins essentiels à mon parcours. Et puis, il y a tous ces morceaux que peu de gens connaissent. Des maquettes enregistrées à la va-vite, des titres joués seulement lors de concerts confidentiels, des expérimentations que je n'ai jamais jugées prêtes pour le grand public. Ces chansons sont comme des petits trésors cachés, des facettes plus intimes de mon art. Elles témoignent de ma constante recherche, de ma curiosité insatiable. Elles sont la preuve que la musique est un processus continu, une exploration sans fin, bien au-delà des albums officiels. En fin de compte, mon œuvre en chanson est un voyage à travers le temps, à travers les émotions humaines, à travers les paradoxes de l'Afrique et du monde. Chaque note est une empreinte, chaque mot un battement de cœur. Je ne suis pas un créateur de hits, je suis un semeur d'âme.
Et tant qu'une seule de mes chansons continuera de résonner, de faire vibrer une corde chez quelqu'un, alors mon œuvre sera vivante. C'est mon plus grand accomplissement et ma plus grande fierté. C'est la trace que je laisse, humblement, dans l'immense océan de la musique et de l'humanité. Et voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous raconter sur mon histoire. Mon enfance à Dakar, mes premiers accords avec Kalam, le choix audacieux de ma route solo, la manière dont j'ai toujours vu l'art comme une vérité crue, mes combats silencieux et mes retours inattendus, et cette relation parfois houleuse avec le monde, les médias. C'est ma vie, sans filtre, sans chichi, telle que je l'ai vécue et telle que je continue de la vivre, chaque jour. J'ai partagé avec vous ce que je crois laisser, cet héritage vivant de liberté pour les jeunes, pour l'art, pour l'Afrique. Et je vous l'ai dit, je suis toujours là, le vieil enfant qui ne veut pas tricher et qui a encore tant à chanter. Chers auditeurs, chers compagnons de cette aventure, je vous remercie du fond du cœur d'être restés jusqu'à la fin de ce voyage. Votre écoute, votre présence, c'est ce qui donne un sens à mes mots, à mes mélodies. Vous êtes le souffle qui anime cette voix. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a allumé une étincelle, ou simplement si elle vous a fait voir le monde avec un regard un peu différent, alors je vous invite à une chose simple, mais essentielle pour nous. Abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien est la note qui nous permet de continuer à composer, à explorer, à partager ces récits qui nous animent. Merci encore, et n'oubliez jamais, la vraie musique, la vraie vie, c'est celle qui ne triche pas.